Bon, alors, bonjour tout le monde. On va commencer le cours comme prévu. Alors, ce cours qui, dans l'acronyme, est UASE, donc qui voudra dire utilisation et administration de systèmes d'exploitation. Donc, on va voir beaucoup plus le côté utilisation et administration du système d'exploitation. Ce qui voudra dire, c'est beaucoup plus le côté pratique du système d'exploitation. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres aspects du système d'exploitation, tels que, par exemple, la conception du système d'exploitation qui n'est pas, je dirais, l'objet de ce module. Donc, il y a le module qui est fait particulièrement en master, qui permet de voir le côté conception du système d'exploitation. Donc, côté licence, c'est le niveau maîtrise, et donc, automatiquement, il s'agit beaucoup plus de l'utilisation et l'administration du système d'exploitation, c'est-à-dire qu'on est capable d'utiliser un système d'exploitation et de manipuler toutes les fonctionnalités de ce système d'exploitation. Et du coup, vous avez le cours qui est composé des séances de cours et des séances de TP. Donc, vous allez le constater, il n'y a pas de TD. Pourquoi? Parce que les cours, il est beaucoup plus pratique. Et donc, les travaux sont beaucoup plus des travaux pratiques qui se déroulent dans les salles de TP. Alors, voici quelques références qui peuvent être utilisées, parce que dans n'importe quel cours, il y a des références qui peuvent être utilisées. Donc, vous avez le guide. Pardon? Il faut qu'il y ait un réseau ad hoc. Oui. Ben, si vous parlez, essayez de parler d'une manière claire et évitez de faire du bruit. Alors, j'avais dit que les références, il y en a beaucoup, donc j'en ai choisi quelques-unes qui peuvent être utilisées pour la circonstance. Donc, le guide de survie de Linux, l'essentiel du code des commandes, donc particulièrement ce qui est approprié par rapport à l'utilisation et l'administration du système d'exploitation. Vous avez aussi le deuxième ouvrage qui est Linux Administration, donc tome 1 qui est les bases de l'administration, l'édition Errols. Et vous avez Linux Administration Système et Exploitation des services réseau. Pourquoi? Parce que j'avais dit l'autre fois qu'effectivement vous avez l'administration qui peut être de deux aspects. Vous avez l'administration pour l'utilisation et vous pouvez avoir l'administration pour le côté réseau. Et donc là, comme vous n'avez pas encore abordé le côté réseau, vous aurez une idée sans pour autant rentrer dans les détails. Donc les détails, vous pouvez les mieux comprendre une fois que vous avez fait l'aspect réseau. Alors, ça c'est pour, je dirais, le cours, les références. Le plan du cours, donc, ça va s'articuler sur 7 chapitres. Donc, le premier chapitre, c'est beaucoup plus KDE. KDE, c'est quoi? C'est un environnement graphique qui est utilisé pour réaliser toutes les opérations et toutes les commandes d'Unix. Donc, c'est une interface graphique. Vous avez aussi la présentation d'Unix. Pourquoi? Parce que le système ciblé, c'est le système Unix qui va être utilisé. Et donc, automatiquement, on va donner l'essentiel et les concepts clés de ce système d'exploitation largement utilisé à travers le monde, qui est le système Unix. Et ensuite, on commencera par la gestion des fichiers. Donc, les fichiers, ce sont en général les ressources qui sont échangées entre l'utilisateur et le système à travers des noms symboliques, parce que chaque nom comporte de fichiers. C'est le lien entre le fichier qui existe dans le système d'exploitation et le point de vue conceptuel de l'utilisateur. Pour lui, il est dénommé par le fichier, par le nom de fichier.
Ensuite, on parlera de gestion des processus, c'est-à-dire des programmes qu'on veut exécuter, qu'on veut lancer. C'est des fonctions, c'est l'objet de la gestion des processus. Une fois que c'est fait, on basculera vers, à vrai dire, quelque chose qui ressemble un peu à ce que vous connaissez, qu'on appelle les langages de programmation. Vous avez quelque chose d'équivalent, mais ce qui voudra dire que vous allez programmer des commandes. Et c'est pour ça qu'il a un nom symbolique qu'on appelle le shell. Le shell, c'est quoi? C'est, à vrai dire, l'interpréteur de commandes qui représente l'ensemble des commandes utilisées par le système. Et donc, on peut, à un moment donné, grâce à ce langage, je dirais, combiner un ensemble de commandes pour constituer une commande, je dirais, composée. Et donc ça, c'est un peu l'équivalent des langages de programmation, parce que dans le langage de programmation, ce que vous faites, vous combinez un ensemble d'instructions pour obtenir un programme. La même chose, l'équivalent qui se fait dans le shell, vous allez combiner un ensemble de commandes, ce qui vous permettra d'atteindre par la suite, je dirais, une suite de commandes composées. Et ça, c'est ce qu'on appelle communément en langage, je dirais, de commande système, ce qu'on appelle le script. Un script, c'est quoi? C'est un ensemble de commandes qui sont regroupées dans un fichier qu'on peut exécuter. C'est comme le fichier exécutable. Vous exécutez un fichier exécutable qui est un ensemble d'instructions. Là, ce que vous allez exécuter un script qui est un ensemble de commandes. Ensuite, on pourra voir la gestion des périphériques. Donc, les périphériques, comment ils sont utilisés, comment ils sont administrés, grâce à des commandes appropriées, ça vous permettra de faire et de lancer, je dirais, un ensemble de commandes qui vous permettront de gérer ces périphériques dans ce système qui est le système Unix. Alors, et on terminera par particulièrement l'administration pour gérer les comptes utilisateurs, gérer leurs propriétés et gérer, je dirais, l'installation des logiciels, y compris l'installation du système d'exploitation lui-même. Donc ça, c'est pour le cours d'une manière assez concise pour savoir qu'est-ce qu'on va, je dirais, mettre dans ce cours. Alors, on va tout de suite aborder la première phase, c'est-à-dire le système. On pourra dire juste un petit mot concernant le système d'exploitation, puisqu'on va utiliser un système d'exploitation. La logique voudrait que l'on sache c'est quoi un système d'exploitation pour pouvoir l'utiliser par la suite. Alors, une définition très simple. Ce qu'il faut savoir, le système d'exploitation, ce n'est pas du matériel, c'est du logiciel, c'est-à-dire c'est des programmes. Et donc, le système d'exploitation, on dira que c'est un ensemble de logiciels. Alors, quel est justement le but de ces logiciels? C'est pour gérer les ressources de la machine. Donc, à vrai dire, pour deux choses. C'est de gérer les ressources de la machine. La preuve, si vous regardez n'importe quelle machine, s'il n'y a pas de système d'exploitation, la machine ne marchera jamais. Donc, automatiquement, si vous ne mettez pas de système d'exploitation, automatiquement, vous n'aurez pas de fonctionnement de la machine. C'est la même chose à un moment donné quand votre machine est virusée. Donc, ce qui se passe, vous regardez qu'effectivement, vous dites souvent, vous recevez un message du style système d'exploitation absent. C'est-à-dire que le système d'exploitation n'est pas disponible et du coup, la machine ne fonctionne pas. Et ça, ce qui explique que toutes les ressources de la machine sont gérées par le système d'exploitation. Et le deuxième aspect pour compléter la définition, c'est qu'on gère effectivement ces ressources pour un but précis, c'est pour faciliter la vie
je dirais, à l'utilisateur. Donc, automatiquement, le système d'exploitation, il a une double fonctionnalité, c'est de gérer l'ensemble des ressources de la machine et de l'autre côté, de présenter une machine virtuelle facile à utiliser. Ça veut dire que son but, c'est quoi? C'est gérer les ressources au sens rentabilité, c'est-à-dire tirer profit, parce que, comme son nom l'indique, exploitation. Exploitation voudra dire quoi? Ça voudra dire tout simplement tirer profit de quelque chose. C'est quand quelqu'un exploite une mine, par exemple, il va tirer profit de la mine pour extraire, par exemple, du fer, du minerai, de l'or, etc., peu importe quel est le but de la minerai. Mais dans notre cas, il s'agit de l'ordinateur, ça veut dire je vais tirer profit de l'ordinateur. En général, le profit de l'ordinateur, c'est quoi? C'est de faire un certain boulot avec un temps, je dirais, relativement très, très réduit. Ça, c'est le but du système d'exploitation. Et de l'autre côté, on n'oublie pas l'utilisateur, c'est-à-dire que ce système d'exploitation, il va faciliter la vie à l'utilisateur, d'où l'utilisation de la machine, elle devient très simple. C'est-à-dire que l'utilisation de la machine, elle devient très aisée pour l'utilisateur. Donc, l'utilisateur, en général, ne fournit pas un grand effort pour pouvoir utiliser cette machine. Et ça, c'est le but du système d'exploitation. Et donc, particulièrement, ce système d'exploitation, on pourrait le voir comme étant une interface entre la machine et l'utilisateur. Ça veut dire celui qui est un intermédiaire entre les deux. Si j'ai besoin de faire quelque chose, je pourrais demander au système d'exploitation pour dire je veux telle chose. Je pense que l'exemple le plus simple et le plus trivial, c'est tu as envie d'exécuter un programme. À un moment donné, tu le dis au système. Ça veut dire que tu vas formuler ta demande au système d'exploitation. Alors, comment formuler cette demande au système d'exploitation? Il y a deux manières, je dirais, deux grosses manières essentielles. C'est soit tu donnes une commande au système d'exploitation pour lui dire « je veux exécuter telle commande », ou bien tu as l'autre manière de le faire, c'est les manières modernes. Vous avez l'utilisation de la souris, c'est-à-dire vous allez utiliser la souris, vous allez double-cliquer, une chose qui est très aisée et très simple à faire, et automatiquement, le système d'exploitation va comprendre automatiquement qu'il s'agit d'une demande d'exécution d'un programme, et automatiquement, il va vous réaliser l'opération que vous avez demandée. Donc ça, c'est pour synthétiser le système d'exploitation à travers une définition simple qui permet de refléter la gestion des ressources d'un côté et de l'autre côté, la facilité d'utilisation de la machine pour l'utilisateur. Alors, on va commencer par, maintenant, après avoir donné la définition du système d'exploitation, on va montrer un peu cet environnement qui est appelé KDE. Alors, cet environnement, à vrai dire, à l'origine, au niveau d'Unix, il n'y avait pas cet environnement. Parce que Unix, quand il a été créé au départ, donc dans les années 70, Unix n'était pas orienté, je dirais, environnement graphique. C'était beaucoup plus un environnement orienté commande, c'est-à-dire texte. Et par la suite, pour améliorer les versions des systèmes, il y a eu beaucoup de systèmes qui ont adopté l'environnement graphique. Pourquoi? Parce que l'environnement graphique, il facilite énormément la vie à l'utilisateur. Et ça, c'était grâce à la technologie avec l'introduction de la souris. Donc, on voit que la manipulation de la souris, elle est très simple. Et donc, elle facilite énormément la vie. Et grâce, bien entendu, à l'interface graphique, à vrai dire, on utilise un peu les capacités humaines. Les capacités humaines, c'est quoi? C'est particulièrement, tout être humain, en général, il a ce qu'on appelle une mémoire visuelle. Et donc, quand il voit quelque chose, en général, il va l'enregistrer dans sa mémoire, et automatiquement, dès qu'il revoit cette chose, il arrive à l'identifier très, très facilement. Et c'est pour ça que de nos jours, vous voyez que même des enfants
sont capables d'utiliser des ordinateurs. Pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils ne sont pas initiés en informatique, ils ne sont pas initiés dans beaucoup de choses, mais grâce à leur mémoire visuelle, ils arrivent à capter ces images et par la suite, un enfant est capable de lancer un programme, de jouer un jeu, de terminer la session aussi simplement que ça. Pourquoi? C'est grâce à cette mémoire visuelle et c'est ce qui a été utilisé justement dans les environnements graphiques. Donc, KDE fait partie justement de ces environnements graphiques. Donc, les environnements graphiques, ils utilisent particulièrement la notion de fenêtre. Donc, vous avez une fenêtre qui s'affiche au niveau de l'écran et par la suite, chaque fenêtre, elle peut avoir une couleur différente, elle peut avoir un titre différent, elle peut avoir une image différente, etc. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à discerner et faire la différence entre les différentes fenêtres. La preuve, si vous avez, et je suppose que vous l'avez déjà fait, en utilisant par exemple un programme Word ou un programme Adobe ou bien de PowerPoint ou autre, etc., si vous regardez que chaque programme, à vrai dire, a une couleur différente. Et ça, c'est fait exprès, de telle sorte que l'individu, dès qu'il voit la fenêtre, il sait de quoi s'agit-il. Donc, ouvrez une fenêtre de Word, vous trouvez en général la couleur bleue qui est utilisée dans Microsoft, par exemple. Ouvrez la fenêtre de Adobe, donc vous allez trouver que la fenêtre elle est beaucoup plus rouge. Si vous ouvrez Excel, c'est du vert, et ainsi de suite. Donc, en général, on utilise ces facultés humaines qui permettent de, je dirais, de mémoriser la fenêtre et mémoriser un peu l'espace qui est reconnu pour telle et telle application. Et donc, automatiquement, à chaque fois, on utilise ces mêmes principes pour pouvoir réaliser, je dirais, des applications qui peuvent être retenues par la suite automatiquement par l'utilisateur. Deuxième aspect aussi qui est utilisé, c'est la souris. Donc on voit que la souris, elle a quand même des caractéristiques simples. Les caractéristiques, c'est quoi? C'est que vous avez un indicateur de la souris que vous pouvez faire balayer sur votre fenêtre, sur tout le plan de la fenêtre. Donc vous avez un espace à deux dimensions, donc en hauteur et en largeur, et automatiquement, vous pouvez faire balayer la souris à n'importe quel point, donc vous pouvez atteindre n'importe quelle zone de votre écran. Et donc ça, le déplacement, il se fait avec un mouvement manuel très simple que tout le monde sait faire. Et du coup, on facilite énormément la vie à l'utilisateur grâce à l'usage de ces deux aspects qui sont la fenêtre et la souris. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à parcourir l'ensemble des éléments. Et ensuite, il y a un sens qui a été donné aussi à la souris. Ça veut dire que, en général, vous avez dans les souris modernes je dirais deux boutons, le bouton gauche et le bouton droit. On a donné un sens à chaque bouton. Et donc, le système d'exploitation, il interprète ces boutons. Si vous avez appuyé sur le bouton gauche ou bien si vous avez appuyé sur le bouton droit. Et bien entendu, chaque action, elle a son sens au niveau de l'usage pratique. Et c'est comme ça que le système d'exploitation interprète les mouvements que vous faites par la souris et sur les zones qui sont ciblées par la souris. Donc, on verra, voici le principe, puisqu'on a parlé de fenêtre. Donc, voici une fenêtre donc, qui permet, je dirais, de montrer un peu tous les aspects liés à la fenêtre. Et donc, dans cette fenêtre-là, on a défini un ensemble, je dirais, de paramètres. En général, pour chaque fenêtre, ce que vous avez, la fenêtre, elle est souvent d'une dimension rectangulaire. Donc, regardez en haut ce qui existe dans la fenêtre. Ça, c'est ce qu'on appelle en général la barre de titre de la fenêtre. Alors, souvent, vous avez chaque fenêtre, elle comporte un titre de la fenêtre. Souvent, le titre, c'est lié au programme que vous avez lancé. Ça veut dire, vous avez lancé le fichier Word, par exemple,
l'ouverture d'un fichier Word, vous allez trouver sur la fenêtre en général Word avec le nom de fichier. Et donc là, ça vous facilite la vie pour savoir à tout moment sur la fenêtre, quand tu regardes, tu sais que ça, c'est tel fichier que vous avez, Word, que vous avez ouvert. Et donc, automatiquement, ça permet d'orienter un peu l'utilisateur quant à l'usage des éléments. Vous trouvez aussi sur chaque fenêtre, sur le côté gauche, une icône, c'est-à-dire un petit dessin, qui est, à vrai dire, lié à l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle application graphique. En général, chaque application graphique, on lui donne un petit logo. Donc, c'est ce logo-là qui est utilisé dans la fenêtre pour permettre à l'utilisateur de repérer quelle est l'application qui est en cours d'exécution. Donc, automatiquement, sur la fenêtre aussi, en haut, vous avez un ensemble de boutons. Vous avez souvent le point d'interrogation qui permet de dire c'est le bouton d'aide. Vous pouvez demander de l'aide sur une application pour dire telle ou telle action, si je veux la faire et je ne l'ai pas en tête, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Il suffit d'ouvrir cette fenêtre, automatiquement, vous pouvez avoir l'aide qui est fournie par l'application elle-même. Et vous avez bien entendu, comme toute fenêtre, la fenêtre n'est pas forcément statique. En général, quand on développe des applications, il y a des options qui sont choisies pour dire que la fenêtre, ça c'est le cas le plus général, c'est d'avoir des fenêtres qui sont, je dirais, extensibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux agrandir la fenêtre comme tu peux la réduire en dimension. Comme tu peux la fermer à un moment donné, parce que tu peux avoir une superposition de fenêtres. À un moment donné, tu peux fermer une fenêtre pour laisser une fenêtre, ou bien tu peux basculer d'une fenêtre à une autre. Et donc là, vous avez le bouton qui permet de basculer la fenêtre. Et vous avez aussi le bouton qui permet d'agrandir, c'est-à-dire vous avez deux possibilités. Donc, soit fermer votre fenêtre, soit réduire ou bien l'agrandir. Donc, automatiquement, à ce, je dirais, à ce niveau-là, vous avez ces boutons qui sont liés à votre, je dirais, à votre fenêtre. Et ça, c'est pour la partie qui est en haut. Alors, juste en dessous, ce que vous avez cette ligne-là, en général, qui est appelée la barre de menu. Donc ça, dans les applications, et pour les gens qui programment beaucoup d'applications graphiques, il y a ce qu'on appelle la barre de menu, c'est-à-dire c'est l'ensemble des menus que vous pouvez mettre pour votre application, c'est-à-dire votre application, qu'est-ce qu'elle permet d'offrir comme, je dirais, option d'exécution. En général, le principe qui est fait, c'est un principe général, c'est quoi? C'est de regrouper toujours des actions qui ont, je dirais, une même orientation sémantique. Ça veut dire que là, tu peux voir, par exemple, document. Ça va être, quand tu cliques dessus, tu vas avoir un menu. Ce menu-là, c'est toutes les actions qui sont relatives à un document en termes ouverture d'un document, fermeture d'un document, c'est enregistrer un document, fermer un document, je dirais, renommer un document, etc. Et à chaque, je dirais, menu, il y a des actions qui sont regroupées. Ça, c'est un peu la philosophie de, je dirais, la philosophie de ce système-là. Donc, ce système, ça permet de, pour toujours faciliter la vie à l'utilisateur, c'est de regrouper les actions par, je dirais, des ensembles qui sont plus ou moins sémantiquement voisins. Et donc là, comme ça, l'utilisateur ne se perd pas. Par exemple, pour un document tel que je l'ai dit, tu peux faire un ensemble d'actions du style ouvrir un document, fermer un document, enregistrer un document, etc.
Pour, par exemple, l'édition, tu peux parler, par exemple, pour sélectionner une partie du document, copier une partie du document, couper une partie du document, etc. Et donc là, remplacer une partie du document par un autre, etc. Et donc là, vous avez toujours des menus qui sont relativement cohérents et qui sont proches les uns aux autres. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir l'ensemble des menus qui se trouvent à ce niveau-là. Donc ça, c'est pour cette partie de fenêtre qu'on appelle le menu. Alors, en général, à l'intérieur, c'est la zone, je dirais, ce qu'on appelle la zone d'édition de menu. Donc, cette zone d'édition de menu, c'est ce qu'on appelle en général la zone d'activité où on peut faire, on peut activer, je dirais, les fonctionnalités à l'intérieur. Et vous avez en bas, donc par opposition à la barre qui est de titre, vous avez en bas la barre d'état. Alors cette barre d'état, elle permet toujours de vous donner des informations par rapport à l'application que vous êtes en train d'exécuter, à la position que vous êtes en train d'utiliser, etc., à l'espace que vous utilisez, et ainsi de suite. Donc, automatiquement, vous avez cet ensemble d'informations qui sont utilisées. Et vous avez aussi à droite ici ce qu'on appelle le curseur de défilement, c'est-à-dire que ça, en général, une fenêtre, elle peut être plus grande que la taille de l'écran. Et donc, vous ne pouvez pas voir tout le contenu de la fenêtre. Donc, le seul moyen qui a été fourni grâce à l'usage de la souris, c'est de faire un défilement, c'est-à-dire vous pouvez cliquer sur le curseur et en restant cliqué et vous tirez par exemple vers le bas, ça vous permettra de faire remonter votre fenêtre au fur et à mesure et ça vous permettra de voir le contenu de cette fenêtre. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement latéral, c'est-à-dire vous pouvez progresser en allant vers le bas comme vous pouvez y aller remonter pour remonter vers le haut. Et donc ça, c'est ce qui vous montre la philosophie d'utilisation de l'interface graphique. Donc, vous avez sur la base, c'est la fenêtre, et vous avez aussi, de l'autre côté, l'usage de la souris. Donc là, en combinant ces deux aspects-là, ça vous permettra effectivement d'utiliser l'environnement graphique et automatiquement, ça vous permettra je dirais, de réaliser les opérations de navigation et d'usage des fenêtres. Parce que la fenêtre, à un moment donné, vous pouvez la fermer comme vous pouvez ouvrir une nouvelle fenêtre. Alors, bien entendu, vous avez aussi l'usage de la souris. Un des éléments, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, vous vous retrouvez sur une fenêtre donnée. Vous voulez faire un certain nombre d'actions. Certains nombres d'actions peuvent être réalisées par le bouton droit. C'est-à-dire que quand vous êtes sur une zone donnée de votre écran, si vous cliquez sur le bouton droit, il va apparaître un menu qu'on appelle le menu contextuel. C'est-à-dire ce menu, c'est par rapport à la zone où vous êtes, quelles sont les actions que vous pouvez utiliser. Et donc, automatiquement, la souris vous permet, grâce au bouton droit, de réaliser cette action, je dirais, contextuelle. Et en général, vous avez un menu qui s'affiche et vous pouvez l'exécuter en cliquant juste sur la partie qui vous intéresse. Il y a aussi, concernant aussi, ça c'est toujours par rapport à la programmation dans le monde graphique et les fenêtres, vous avez ce qu'on appelle en général les touches de raccourci. Les touches de raccourci, alors, en général, on a vu tout à l'heure qu'il y avait un menu proposé par l'application. En général, la philosophie des menus, c'est pour avoir un espace qui n'est pas encombrant. Vous cliquez sur le menu, c'est le menu principal qui va s'afficher. Tu peux avoir à l'intérieur du menu un sous-menu. Donc, il suffit de cliquer dessus, il y a un sous-menu qui va s'afficher, et ainsi de suite. Et donc, automatiquement,
un moyen qui a été utilisé pour, quand on devient plus ou moins expert de la chose, au lieu d'ouvrir le menu, le sous-menu et choisir l'action à réaliser, tu peux aller directement faire ça en combinant des touches du clavier. En général, les touches qui sont utilisées, c'est souvent la touche Alt. Donc, vous avez sur votre clavier une touche indiquée avec Alt, ALT, en majuscule en général. Il suffit de cliquer dessus et vous combinez avec une touche. Par exemple, ici, j'ai donné l'exemple de Alt F4. C'est une touche clavier qui permet de faire une combinaison d'une action et qui est équivalent à dire fermer la fenêtre courante. Ça veut dire que tu veux aller pour fermer la fenêtre courante, au lieu d'aller au menu, ensuite ouvrir le menu et ensuite fermer le truc, tu peux le faire directement avec cette touche. Il y a d'autres touches que certainement d'entre vous les connaissent, telles que Alt-C et Alt-V, c'est pour permettre de faire du couper-coller. Donc, à un moment donné, ça permettra de copier du texte, par exemple, et de pouvoir le copier par la suite. Alors, pour, je dirais, paraphraser tout ce décor-là, dans les fenêtres, en général, le système KDE, qu'est-ce qu'il fait? Il est sur la base de fenêtres, mais comment ouvrir une fenêtre? C'est que lui-même, il vous offre ce qu'on appelle un menu de base qui est offerte. C'est ce qu'on appelle en général la barre des tâches. La barre des tâches, c'est quoi? C'est quand vous ouvrez KDE, c'est un peu l'équivalent de ce que vous connaissez sur Windows. Donc, sur Windows, vous avez en général le menu, ce qu'on appelle le menu démarrer, qui existe dans Windows. Dans KDE, vous avez ce menu, bien entendu, en général, qui est fourni par, souvent, vous trouvez le logo ici de KDE, qui est le grand K avec une sorte de roue, ou bien une étoile, comme ici c'est le cas. Alors, automatiquement, c'est cette barre, ça consiste à réaliser, je dirais, le travail de base pour dire que voici le menu de barre de tâches. Donc, ce menu de barre de tâches permet de vous donner toutes les possibilités qui sont offertes par cet environnement-là pour savoir quelles sont les actions qui sont fournies ou les tâches qui sont fournies par votre système. Et bien entendu, pour faciliter les choses, il vous offre aussi, ici, à côté de ce qu'on appelle le menu principal de la tâche, vous avez des petites icônes qui sont juste à côté. Ça, c'est ce qu'on appelle des icônes de démarrage rapide. C'est ce qu'on a vu, par exemple, avec le clavier, la combinaison de touches. Là aussi, on met juste des icônes. Ces icônes-là permettent effectivement de faire le déclenchement de certaines applications sans rentrer dans le menu principal, ensuite le sous-menu, etc. Donc directement, tu cliques dessus, automatiquement, tu vas vers je dirais, la tâche appropriée. Alors, cette tâche qui existe, en général, quand vous ouvrez le menu, il est sous cette forme-là. Donc, cette forme qui existe, automatiquement, vous avez ce que j'ai dit, le menu K qui est là au départ, et vous avez les boutons, ce qu'on appelle les boutons d'accès rapide au bureau. Donc un certain nombre de boutons, ça vous pouvez le faire, cette sélection automatiquement au fur et à mesure selon vos désirs et votre mode de travail. Et ça vous donne automatiquement l'ensemble des boutons d'accès rapide. Ensuite, ce que vous pouvez avoir quelque chose qui est complètement différent ici et que vous ne connaissez pas par rapport à Windows. Donc, dans la stratégie de Windows, elle n'existe pas. Donc, dans la stratégie Windows, vous lancez Windows, il vous ouvre la fenêtre principale, vous avez le menu démarrer en bas
Et vous pouvez mettre sur votre bureau, stocker plein de choses, plein d'icônes qui sont à vrai dire, des raccourcis vers des applications ou des fichiers. Le problème qui se pose avec Windows, c'est qu'à un moment donné, on se retrouve avec toute la fenêtre qui est remplie. Et du coup, on n'arrive plus à mettre des choses, ou bien même si on met des choses, ils ne vont plus apparaître. Pourquoi? Parce que vous avez la fenêtre qui est surchargée. Dans l'environnement Linux, ils ont pensé à autre chose pour dire, tiens, y compris la fenêtre du bureau, on peut l'organiser. Ah ben, comment on peut l'organiser? On peut l'organiser sur justement le même principe qui est le principe de fenêtre. Et ça, le principe de fenêtre, c'est quoi? Ça va définir ce qu'on appelle des bureaux virtuels. Parce que réellement, le bureau, il y a un seul. Vous avez l'espace de la fenêtre de votre écran. Et ce que vous pouvez faire, vous pouvez définir ce qu'on appelle un bureau virtuel. Donc, le bureau virtuel, c'est quoi? C'est que vous décidez, par exemple, sur ce bureau-là, vous allez mettre l'ensemble des icônes et des applications pour le développement. Par exemple, vous intéressez à la programmation, donc vous avez plusieurs compilateurs, plusieurs outils de développement de programmes. Vous les mettez dans ce bureau. Dans un autre bureau, vous décidez de mettre, par exemple, plein de documents d'information que vous utilisez à travers le web, en utilisant des pages web, des fichiers Adobe, etc., etc. Et donc, ça, c'est un fichier qui est lié beaucoup plus à la navigation sur Internet. Comme vous pouvez définir un bureau qui est dédié aux jeux, donc ça vous donne toutes les applications de jeux que vous avez téléchargées, que vous utilisez, etc. Et donc, ça vous permettra, grâce à cette icône qu'on appelle l'icône de bureau virtuel, de sélectionner à tout moment le bureau. Et donc, à chaque fois, vous pouvez basculer d'un bureau à un autre. Et donc, vous savez ce qu'il y a dans chaque bureau, chose qui n'existe pas dans Windows. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la nouveauté qui existe dans le monde Unix et dans son monde graphique grâce à cette notion de bureau virtuel. Et vous pouvez basculer d'un bureau à un autre. Alors, en général, le système peut gérer jusqu'à 16 bureaux. Alors, en général, ce qui apparaît juste à l'écran, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire 4 bureaux par défaut qui peuvent être affichables. Mais vous pouvez toujours sélectionner le bureau virtuel et sélectionner le numéro le nom du bureau que vous voulez utiliser d'une manière simple. Donc, la première session, elle va s'arrêter dans 10 minutes, donc je préfère arrêter et dans 5 minutes, on se reconnecte. Continuer sur la lancée. Donc, on avait dit qu'il y avait une notion nouvelle qui existait par rapport au monde de Windows que vous connaissez. C'est cette notion de bureau virtuel qui permet, on va dire, toujours d'améliorer je dirais, d'améliorer l'usage et l'utilisation de votre bureau. Donc, grâce à ça, ça permettra effectivement de mieux organiser votre bureau et d'éviter d'arriver à ce qu'on appelle la surcharge d'un bureau unique qui est utilisé. Et vous pouvez avoir aussi dans la partie droite, ce que vous regardez ici, c'est les applications qui sont lancées en tâche de fond, c'est-à-dire souvent c'est parce qu'il y a des applications qui ne sont pas interactives, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas besoin d'interagir avec l'utilisateur. On peut les lancer, ce qu'on appelle communément en arrière-plan. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les tâches de fond. Et donc, automatiquement, vous avez ces tâches qui sont repérables ici, c'est-à-dire que vous savez que c'est des tâches qui sont en train de s'exécuter, sauf qu'elles sont en arrière-plan. Et bien, vous avez bien entendu l'horloge qui est indiqué dans quasiment tous les logiciels pour permettre à l'utilisateur de savoir quel est le temps courant et ce qui lui permettra de mieux gérer son temps. Alors, le principe, ce que j'avais dit, y compris dans la barre des tâches, vous avez le menu principal. Donc, quand vous ouvrez le menu principal, automatiquement, vous avez une liste, je dirais, soit de logiciels, soit je dirais, d'environnements de programmation qui sont utilisés
Et vous pouvez toujours sélectionner un élément de cette liste. Si cette liste, c'est une application, automatiquement, elle va être lancée. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que c'est un environnement. Donc, lui-même va vous ouvrir une liste, je dirais, d'actions sous-jacentes. Regardez ici dans l'exemple, vous avez bureautique. Donc, dans bureautique, quand vous cliquez dessus, vous avez toute une liste qui est là. Donc, dans cette liste, on choisit par exemple traitement de texte. Il va vous ouvrir les traitements de texte qui existent, que vous pouvez utiliser. Et donc là, c'est toujours le même principe qui existe aussi bien dans la barre de menu qu'on a vu tout à l'heure, dans une fenêtre quelconque, que dans le menu KDE, c'est-à-dire le menu démarrer. Vous allez l'ouvrir, soit vous lancez directement une application, soit cette application qui va vous fournir un ensemble de sous-applications qui existent que vous pouvez automatiquement lancer. Et donc, jusqu'à arriver au truc, à l'action finale qui va lancer effectivement une tâche et qui permettra de lancer le programme qui a été sélectionné. Donc, parmi les choses aussi que vous trouvez ici, c'est la notion qui est intimement liée au système Unix, c'est ce qu'on appelle le home. Le home, c'est quoi? Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, qui est propre à Unix et qui n'existe pas dans, je dirais, Windows. Windows, ils ont par la suite adopté une certaine philosophie qui essaie de se rapprocher un peu de ça, mais qui n'existerait pas réellement dans Windows. Le home, c'est quoi? C'est le répertoire personnel de l'utilisateur. Pourquoi? Parce que Unix, quand il a été créé au départ, il a été créé en tant que système d'exploitation multi-utilisateur, multitâche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système, il peut être utilisé par plusieurs personnes différentes. Et bien entendu, pour des raisons de sécurité, ils ont pensé dès le départ que chaque utilisateur, quand il va utiliser ce système, il a des documents, je dirais, privés. Donc, tout son environnement est privé pour lui. Et donc, aucune autre personne n'a le droit d'accéder à cet environnement s'il n'a pas été autorisé par le propriétaire. Cette notion, elle n'existe pas dans Windows. Ben, ils se sont rattrapés par la suite en mettant un répertoire, un sous-répertoire à vrai dire, qui est dans Document and Settings. Donc vous pouvez le voir dans Windows, Document and Settings. Il y a des répertoires qu'ils ont associés à chaque, je dirais, nom d'utilisateur. C'est-à-dire quand il ouvre sa session, dans ce petit répertoire, il a les informations. Mais par contre, toutes les autres informations qu'il met sur le disque ou il met sur l'écran, dès que par la suite les autres utilisateurs ils peuvent avoir accès directement à ces informations. Pourquoi? Parce que la notion, le concept de home n'existe pas. Et donc le home, c'est quoi? Ce n'est autre que le répertoire personnel de l'utilisateur. Et dès qu'il se connecte, le système le met dans ce répertoire personnel pour pouvoir utiliser ses propres informations. Et donc, on peut accéder à cet élément, soit sur le bureau, soit sur la barre des tâches. Vous avez une petite icône qui a la forme d'une maison. Donc, la maison, vous dire home en anglais, et il suffit de cliquer dessus. Vous êtes redirigé directement vers votre répertoire personnel. Alors, il y a aussi les lecteurs, comme ce que vous connaissez dans le Windows, c'est-à-dire l'ordinateur et les composants de l'ordinateur, vous avez les lecteurs qui existent, qui permettent de montrer l'ensemble des lecteurs qui sont disponibles sur la machine grâce à une application principalement qui est Conqueror et qui peut avoir une autre application, tout dépend des versions qui sont utilisées, et ça vous permettra de montrer, et ça au niveau des lecteurs, on verra par la suite, pour le moment je préfère ne rien dire,
vous allez voir que concernant les lecteurs, c'est pas forcément un disque, par exemple, physique qui existe. Tu peux avoir juste une partie du disque qui est perçue en tant que telle. Et on peut y accéder à différentes parties du disque en fonction des droits d'accès qu'on peut avoir. Comme vous pouvez avoir le lecteur de CD, le lecteur de disquette, etc. etc. Alors, bien entendu, les dossiers et les fichiers, vous allez toujours trouver qu'il y a une représentation. J'avais dit que le principe, c'est toujours le principe graphique. Et donc, dans le principe graphique, vous avez des dessins qui diffèrent. Donc, le dessin, par exemple, d'un répertoire, un dossier, il est sous cette forme qui est indiquée ici au haut du slide. Comme vous pouvez avoir les dessins de fichiers qui sont complètement différents. Les dessins de fichiers, c'est en général sous forme d'une feuille avec un petit dessin qui permet de montrer la différence des différentes applications, ce qui n'est pas le cas des icônes qui peuvent être vues comme étant des chemises, par exemple, où on met des documents à l'intérieur. C'est un peu le principe qui est utilisé ici. Alors, naturellement, chaque icône, chaque dossier, chaque document comporte un nom symbolique et vous avez toujours cette possibilité de changer l'icône. En général, il est recommandé de garder les icônes, je dirais, classiques pour les applications classiques, mais pour vos propres applications, vous pouvez toujours changer les icônes et donc vous pouvez décider à un moment donné pour changer ce dessin-là. Donc, vous avez toujours la possibilité, le plus simple, en sélectionnant l'icône avec le bouton droit, vous pouvez toujours choisir l'icône, c'est quoi? Ce n'est autre qu'une image. C'est-à-dire que vous allez remplacer une image par une autre et le système vous offre cette possibilité de pouvoir la changer. Et comme vous pouvez faire les actions liées aux icônes, vous pouvez faire avoir les actions liées au dossier ou bien aux fichiers. On sait que les fichiers, ce qu'on peut faire, on peut les déplacer, on peut les renommer, etc. Et donc, vous avez cette possibilité, grâce à la souris, de pouvoir déplacer physiquement, c'est-à-dire, vous allez voir les choses à l'œil nu, comment vous déplacez un fichier ou un dossier d'un endroit à un autre. Il suffit juste de le sélectionner avec la souris, de garder le bouton enfoncé et vous allez déplacer, automatiquement vous voyez le dossier ou le fichier qui va se déplacer avec vous jusqu'à arriver à destination. De la même manière que les actions de couper, coller, etc. Pour effacer aussi le fichier. Donc toutes ces actions-là, vous allez avoir la possibilité de les réaliser dans le TP. Donc dans la foulée, ce qu'il y a comme élément aussi, on a vu le home, donc il y a aussi ce qu'on appelle la corbeille. La corbeille, c'est quoi? C'est un outil qui a été utilisé par le système. Pourquoi? Pour aider un peu toujours l'utilisateur, parce que quand il efface un fichier, il peut toujours, à un moment donné, s'il se rappelle qu'il a fait une erreur, il peut toujours le rattraper. Donc, aller vers la corbeille et il peut toujours le récupérer à partir de la corbeille. Donc, tout l'intérêt de la corbeille, c'est de garder trace des fichiers qui ont été supprimés. Parfois, on prend une décision peut-être rapide pour effacer un fichier alors qu'on en a besoin. Donc, le système te donne toujours cette possibilité de revenir un peu à la corbeille et de récupérer ton fichier. Donc là, ce qui permet de montrer l'ensemble des fonctionnalités qui sont offertes par le système, que vous aurez l'occasion dans le TP de pouvoir vous exercer dessus et de changer, par exemple, comme je l'ai dit, les icônes, de changer le fond de votre bureau. Parfois, chacun peut choisir une image de fond qui lui convient, et donc celle qui est proposée par le système ne lui convient pas, il peut toujours la changer. Donc vous avez toutes ces fonctionnalités qui sont offertes à travers la configuration de bureau. Et donc vous pouvez avoir le menu contextuel, c'est-à-dire vous êtes sur le bureau, vous cliquez avec le bouton droit, et donc vous avez un menu contextuel. Vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir, tel que c'est indiqué ici, et vous pouvez vous amuser à changer l'écran de veille, c'est-à-dire quand on arrive, on ne fait pas d'action, ça c'est ce qui existe dans beaucoup de systèmes actuels, pour des raisons d'économie d'énergie, c'est-à-dire que quand on ne travaille pas, on est à l'arrêt,
le système lui-même se met en veille. Donc, pourquoi il se met en veille? Parce que ça, c'est quelque chose qui est utile aussi pour éviter l'usure de l'écran. Parce qu'il faut savoir qu'un écran, comment il fonctionne? L'écran graphique, il fonctionne avec ce qu'on appelle des petits points qu'on appelle les pixels. Donc, à un moment donné, si tu veux, si on veut dessiner n'importe quel, c'est ça le mécanisme hardware, comment il est fait, si on veut dessiner n'importe quel schéma ou quelle icône, y compris les lettres et les caractères, c'est le système, qu'est-ce qu'il fait? Il va allumer des pixels et éteindre des pixels. Et naturellement, quand les pixels sont allumés en permanence, ça c'est le cas où on ne travaille pas, ça veut dire que vous gardez l'image figée de votre écran. Ça va, je dirais, quelque chose qui va accélérer l'usure de votre écran. Et donc, le système, ce qui est fait dans beaucoup de systèmes actuels, c'est d'avoir cette notion d'écran de veille, c'est-à-dire que on essaye de se mettre dans l'écran de veille. Et si vous voyez bien le principe de l'écran de veille, c'est quoi? En général, vous avez quelque chose, ou un dessin, ou n'importe quelle chaîne de caractères, peu importe, qui se balade à l'écran. Alors, le fait de se balader à l'écran, ça fait quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu vas éteindre des pixels et tu vas allumer d'autres, et ainsi de suite. Et tu ne vas jamais garder les mêmes pixels qui sont allumés. Et donc, si vous regardez tous les écrans de veille, vous voyez votre dessin ou votre image qui se balade dans l'écran. Et donc, elle va essayer de se balader à travers tout l'écran, ce qui permettra de ne pas allumer la même zone de l'écran et de passer par une alternance, c'est-à-dire une fois allumée, une fois éteinte, etc. Et là, vous allez voir votre écran qui va se balader. Et donc ça, vous pouvez toujours choisir un écran de veille qui vous convient le plus, parce que chacun peut choisir des images qui lui conviennent. Et donc, on peut toujours changer cette icône ou cet écran de veille pour les besoins personnels. Vous avez aussi le moyen de quitter Linux. Donc, quand on quitte Linux, vous allez à la barre des tâches en bas. Et donc, dans le menu K, vous avez la possibilité de quitter votre système. Et naturellement, quand vous quittez le système, ce qui est fait, en général, le système va sauvegarder l'image de votre bureau telle qu'elle a été, ce qui permettra à la prochaine session, une fois que vous allez ouvrir votre session, il va vous présenter votre session de la même manière telle qu'elle a été sauvegardée à la dernière fois. Et donc ça, c'est cette notion de session qui existe. Comme vous pouvez voir, par exemple, ça c'est, on le verra plus tard, quand on gère les périphériques, on peut voir à tout moment quel est le taux d'occupation du disque, quelles sont les parties du disque qui sont le plus occupées, par qui ils sont occupés, etc. Donc ça c'est ce qu'on appelle, il y a une partie d'application système qui existe, que vous pouvez lancer à partir du menu de la barre des tâches. C'est le menu système. Et donc, dans ce menu système, vous pourrez trouver la surveillance du système en général pour voir quels sont les utilisateurs qui utilisent le maximum d'espace, etc., et ceux qui n'utilisent pas l'espace disque, etc. Donc, tous ces aspects-là sont regroupés dans le menu de la barre des tâches de votre système KDE. Et ce système KDE n'est autre que, c'est-à-dire d'une manière résumée globale, n'est autre qu'une vision, je dirais, graphique de l'ensemble des commandes qui sont fournies par le système Unix. Et c'est comme ça qu'on a créé cet environnement KDE, comme il y a d'autres environnements graphiques aussi utilisés dans Unix. Donc le principe, c'est quoi? C'est qu'il y a un ensemble de commandes Unix et on a pu présenter l'ensemble de ces commandes sous une forme graphique. Pourquoi? Parce qu'on avait dit que l'utilisation de ce concept graphique qui est la fenêtre et combinée avec la souris, c'est un moyen d'utilisation le plus simple possible qui est offert et toléré par l'utilisateur. Et donc, du coup, on arrive à avoir un meilleur rendement, je dirais, de l'usage de la machine grâce à cette interface graphique. Mais il faut savoir qu'à l'origine, le système Linux, il a été créé, quand il a été créé avec uniquement des commandes. C'est-à-dire, à tout moment, vous avez des commandes que vous utilisez. Donc, ça posait à un moment donné un certain problème.
Pourquoi? Parce que si tu veux utiliser le système Unix d'une manière très rationnelle et très pratique, moralité, tu dois apprendre l'ensemble des commandes du système Unix. Euh, c'est pour cette raison que quand il n'y avait pas les environnements graphiques, chaque fois qu'un utilisateur il a un compte sur un système Unix, etc., ben, tout simplement l'administrateur il lui donne un ouvrage. Cet ouvrage, c'est quoi? C'est le manuel des commandes d'Unix. Donc c'est un ouvrage en général qui est formé de à peu près 150 à 200 pages. Vous avez l'ensemble des commandes à l'intérieur et chaque commande, elle a une syntaxe. C'est une manière de l'utiliser. Elle a des arguments. Elle a un ordre des arguments. Elle a aussi des résultats qu'elle fournit. Et donc, tu dois avoir à l'esprit quasiment, je dirais, ne serait-ce que les commandes les plus utilisées et qui sont les plus nécessaires, tu dois les avoir en tête. Et c'est pour ça que, pour l'anecdote, dans les années 70, il y avait à un moment donné un petit problème entre les utilisateurs pour dire qui est informaticien et qui n'est pas informaticien. Et comme on dit, l'histoire se répète. De nos jours, il est très difficile de faire la différence pour, ne serait-ce, je dirais, pour la définition. Si je vous disais, pour me définir maintenant, qui est informaticien, qui n'est pas informaticien. Je pense que la réponse, elle est assez complexe. Quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'informatique, il peut te dire, moi, je suis informaticien. Tu lui dis pourquoi? Il te dit tout simplement, moi, je sais utiliser Unix, je sais utiliser Windows, je sais utiliser telle application, etc., etc. Alors que dans les années 70, ils ont pu faire la différence, c'était très simple. Pour dire qui est informaticien, il y a un des chercheurs qui leur a répondu d'une manière très simple, parce que dans le temps, les choses étaient un peu difficiles, il n'y avait pas cet environnement graphique. Il leur disait tout simplement, l'informaticien, c'est tous les gens qui maîtrisent Unix et le langage C. Vous allez me dire pourquoi le langage C? Parce que tout simplement, Unix a été écrit avec le langage C. Et donc pour lui, les gens qui maîtrisaient Unix et le langage C, c'était les vrais informaticiens dans les années 70. Le reste, c'est les gens qui ne maîtrisent pas ça. Mais de nos jours, les choses, cette définition ne tient plus la route. Pourquoi? Parce que maintenant, avec l'environnement graphique, les gens peuvent faire énormément de choses sans pour autant connaître les commandes d'Unix. Pourquoi? Parce qu'il y a des menus contextuels, il y a des menus graphiques. Au fur et à mesure, même s'il est coincé, vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait le bouton d'aide, donc tu peux toujours demander de l'aide. Tu peux avoir la réponse instantanée directement, tu peux continuer ton boulot, etc. Et tu peux faire plein là-dessus. Je dirais que maintenant, la chose qui fait la différence entre les informaticiens et les non-informaticiens, ça reste beaucoup plus dans, je dirais, l'aspect conceptuel des choses. C'est-à-dire que l'informaticien, avec tout le bagage qu'il peut avoir, il sait utiliser une application, mais il sait même comment les choses ont été faites et comment les choses fonctionnent au niveau même d'une machine. Et donc, à un moment donné, quand on veut, par exemple, avoir la performance à l'extrême, si tu ne connais pas comment les choses fonctionnent, tu ne pourras jamais arriver à une performance extrême. Mais quand tu sais comment les choses ont été faites, tu es le mieux disposé à pouvoir utiliser la machine, je dirais, au summum de ses performances. Et donc ça, c'est l'aspect qui nous cache beaucoup de choses, beaucoup de détails. C'est cet aspect graphique qui est utilisé dans beaucoup de systèmes d'exploitation actuels. Ben, naturellement, le but, c'est beaucoup plus en premier un but commercial qui permet d'avoir un maximum de personnes qui utilisent l'ordinateur. Donc c'est pour cette raison que ça a été fait. Mais les informaticiens, ils ont toujours leur place. Pourquoi? Parce que c'est en premier lieu, ce sont eux les concepteurs des applications. Et par la suite, eux-mêmes utilisent les applications, mais d'autres personnes aussi utilisent les applications. Donc sur ce, c'est la fin de ce chapitre, qui est le chapitre consacré à KDE. Et donc, théoriquement, cette semaine, vous allez commencer
les TP. Mais donc, même si c'est à distance, vous pouvez toujours être assisté à distance pour présenter un certain nombre d'applications et vous pouvez vous familiariser avec les différents concepts qu'on est en train de voir et de découvrir au fur et à mesure. Donc, sur ce, je vous dis au revoir et à mardi, Inch'Allah.